Hamelin de Juan Mayoria. Texte français Yves Lebeau. Les personnages de la pièce et leurs lecteurs. L'annoncier Dominique Paquet. Montero Patrick Simon. Pablo Rivas Alain Guillot. Les enfants, les jeunes, Benjamin Franck Charles, Miguel-Ange Sarmiento. Julia, la femme de Montero, Lisa, la mère de Benjamin, Jamie Costa. Rachel, Laura Pellerin, René, Christian Mulot. La musique de cette version pupitre est imaginée par le groupe Caratine Jazz Ensemble, avec Rémi et Patrice. Une conférence de presse. Vous avez bien entendu, ce n'est pas une conférence de presse. Il s'agit d'une rencontre informelle, confidentielle. C'est à titre individuel que je vous ai téléphoné, que je vous ai demandé de venir à cette heure où la ville est endormie. C'est précisément de cela qu'il s'agit. De ce qui se passe quand la ville est endormie. Approchez, je vous en prie. Montero invite les journalistes à jeter un œil par une large baie vitrée. D'ici, on a une vue sur toute la ville. De cette fenêtre, j'ai été témoin des progrès que nous avons faits ces derniers temps. Le musée d'art moderne, le nouveau stade, l'auditorium, joyaux éblouissants, des joyaux qui nous éblouissent et nous aveuglent, qui nous empêchent de voir une autre ville. Parce qu'il y a une autre ville. Silence. Le soir, avant de quitter mon bureau, j'appuie mon front sur cette vitre, j'allume une cigarette. J'allume une cigarette, oui. Je n'ai pas envie de donner le change à l'heure qu'il est, nous ne sommes pas en conférence de presse. J'allume une cigarette et je pense à ceux qui habitent là. Je pense aux enfants. Il montre la fenêtre d'un immeuble encore éclairé. Belle image, non? Même s'il est bien tard pour que ce petit soit encore debout. Il n'arrive pas à dormir, sans doute. Et pour l'aider à trouver le sommeil, son père lui lit un conte. Sans doute n'arrive-t-il pas à dormir parce qu'il a peur. Et le père ne sait pas de quoi il a peur. De quoi a peur cet enfant? Il s'approche d'une table. Sur la table est posée une boîte fermée. Dans les prochaines heures, obéissant à un mandat que je viens de signer, la police procédera à une série d'arrestations, certaines concernant des citoyens connus et respectés, ce qui atteindra de plein fouet l'opinion publique. C'est pour cette raison que je vous ai convoqué. Vous travaillez pour les médias les plus influents. Il dépend de vous que l'information parvienne à tous dans les meilleures conditions. Je ne doute pas, au-delà des clivages idéologiques, que chacun de vous ne pratique un journalisme responsable. Silence. Demain, avec quelques confrères à vous, vous serez convoqués à une conférence de presse. On vous montrera le matériel que nous venons de saisir. Le voici. Vous pouvez approcher si vous avez l'estomac solide. Il ouvre la boîte. Les journalistes hésitent. L'un d'eux finit par s'avancer. La boîte contient des diapositives classées en 5 catégories. Le journaliste en prend une, la regarde en transparence. Les autres journalistes en font autant. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Des heures difficiles attendent notre ville. Des voix vont s'élever, vont exiger que des têtes tombent. Nous devons, nous, faire appel à notre sens des responsabilités. Vous et nous travaillons avec un objectif commun, l'intérêt public. Nous ferons preuve, comme toujours, de transparence envers vous.
Et c'est vous, comme toujours, qui serez responsable devant la cité. Telle est mon intime conviction. Et c'est pour vous l'exprimer en personne que je vous ai convoqué. Les journalistes remettent les diapositives dans la boîte, hochent la tête comme s'ils refusaient d'accepter ce qu'ils ont vu. Ils échangent une moue de dégoût et sans un mot prennent congé de Montero. Ce dernier, une fois seul, allume une cigarette, revient à la fenêtre. Il ne quitte pas les yeux cette autre fenêtre où le père tient compagnie à l'enfant qui ne dort pas. Et Montero se souvient. Il se rappelle quand son père lui racontait l'histoire du joueur de flûte. Il était une fois une ville, une jolie ville qui s'appelait Hamelin. Mais un matin au réveil, les habitants de Hamelin découvrirent que la ville était envahie par les rats. Hamelin, tableau 2. Montero pénètre dans la chambre de Charles. Il s'est déchaussé dans le couloir pour ne pas le réveiller. Il le regarde dormir. Il regagne pieds nus sa propre chambre. Il se déshabille en essayant de ne pas réveiller Julia. Mais Julia ne dort pas. Il est quelle heure? Tard. Très tard, alors. Il l'embrasse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu verras ça demain dans les journaux. Tu veux pas en parler? Non. Montero se couche, l'entoure de ses bras. Pause. Et Charles, ça va? Pourquoi? Pour rien. Silence. Il n'a presque rien mangé, il était épuisé. Pause. Tu n'arrives pas à dormir? Hamelin, tableau 3. Montero a les yeux de quelqu'un qui n'a pas dormi. À 5 heures, certain de ne plus trouver le sommeil, il a pris une douche et s'est rendu à pied au tribunal. Il fait les 100 pas dans son bureau jusqu'à ce qu'on lui annonce la venue de Rivas. Rivas lui tend la main. Montero ne voit pas cette main, on fait semblant de ne pas la voir et invite Rivas à s'asseoir. Un café? Volontiers, Une goutte de lait? merci. Il prend aussi son café sans lait, sans sucre. Les deux hommes sont face à face, séparés par la table où est posée la boîte de diapositives. Un troisième homme est présent, le greffier, qui transcrit tout ce qui est dit. Vous êtes un leader des plus respectés dans votre quartier. Vous avez mené campagne contre une centrale électrique. Un incinérateur. Nous avons obtenu sa fermeture. Initiative d'alphabétisation pour adultes. Campagne anti-drogue. C'est en principe le rôle des institutions. Dans un quartier comme le nôtre où l'on manque de tout, c'est peu de choses. Vous y vivez? Non, Vous y êtes né? je suis un privilégié. Issu d'une famille bourgeoise, j'ai été élevé dans les meilleurs collèges, je n'ai jamais manqué de rien. Le jour où j'ai mis le pied dans ce quartier, j'ai eu l'impression d'être parachuté sur une autre planète. Si seulement mes gamins avaient la moitié des facilités que j'ai eu la chance d'avoir. La moitié de la moitié. Vos gamins? Je viens de mettre en route un projet de réinsertion. Des gosses qui ne trouvent pas leur place, il faut leur donner une chance. Apparemment, vous leur consacrez pas mal de temps à vos gamins. Vous faites quoi dans la vie? J'ai commencé médecine. Je ne suis pas allé au bout, ça ne me comblait pas. Ma famille tient des magasins d'électroménager, ça me laisse du temps et je me consacre au quartier. Silence. Vous allez à la messe le dimanche? Pour ça, comme pour le reste, je suis de la vieille école. Y en a pas un qui veut que je l'emmène à la messe? Comment? Vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Il arrive que la police me demande un service, je connais bien le quartier. Silence. Montero renverse la boîte. La table se couvre de diapositives. Prenez-en une au hasard.
Rivas prend une diapositive, il la regarde, la remet dans la boîte. Ce sont des images téléchargées sur Internet, ce n'est pas interdit. Je ne dis pas que ce soit bien, mais ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Si ça demeure à usage privé, que ce n'est pas pour en faire commerce, ce n'est pas interdit, je crois. C'est qui ces enfants? J'ai pris ça sur Internet, je viens de vous le dire. Ils sont du quartier? Bien sûr que non. Silence. Il n'y en a pas un qui veut que je l'emmène à la messe? Les gens du quartier vous associent à cette question. Il n'y en a pas un qui veut que je l'emmène à la messe? En allant à la messe le dimanche, je traverse la place dans ma voiture, monte qui veut. Un enfant, vous voulez dire? Monte qui veut, jeune ou vieux. Et ça s'arrête là? Après la messe, au revoir et à dimanche prochain? Parfois je les invite, on va se manger un hamburger ou une pizza. Ils s'en mettent jusque-là. Il y a des jours où les repas à ces gamins, c'est du lait condensé sur un bout de pain. Pour eux, un hamburger, c'est un festin. Ainsi, vous les emmenez manger. Et il y a des week-ends où la chose se prolonge. Des fois, je les emmène au parc d'attractions. Et après? Après, rien, c'est chacun chez soi. Vous n'êtes jamais sorti de la ville avec eux? Non. Bon, il nous arrive de passer une nuit sous la tente. Une nuit sous la tente, ça arrive, mais à part ça, vous n'êtes jamais sorti de la ville? Non. Vous les avez jamais emmenés à votre pavillon? Silence. Je n'ai pas de pavillon. Le pavillon appartient à ma mère. Vous savez que vous avez droit à un avocat. Je n'ai pas besoin d'avocat, je n'ai rien à me reprocher. Ces diapositives ont été trouvées dans le garage du pavillon avec des revues, des cassettes vidéo et des jouets. Je connais mes droits, détenir ce genre de choses n'a rien d'illégal à partir du moment où il n'y a pas intention de les diffuser. Vous n'avez jamais fait de photos d'enfants? Des photos d'un autre genre, des photos artistiques. Un monde fou passe par ce pavillon. Vous y avez organisé des projections? Bien sûr que non. Montero place devant lui 8 photos d'hommes adultes. Ces messieurs ont un point en commun. Ce sont des habitués de votre pavillon, du pavillon de votre mère. Mes amis viennent me voir. Où est le mal? Vous avez d'excellents amis, des gens importants. Ce sont eux qu'on voit sur les diapositives en compagnie des petits. On ne distingue pas leur visage. J'ai pris ça sur Internet, je ne connais pas ces gens. À part vos amis, des mineurs ont été aperçus là-bas, des enfants. Des enfants, oui, et alors? Ce matériel, vous n'avez pas produit, vous ne faites pas de trafic avec? Non. Silence. Je vais vous lire un courrier électronique. C'est signé La Licorne. Chers amis, ce week-end, j'ai passé des moments sublimes avec mon ange, mais une chose me rend plus triste chaque jour. Le temps passe et à mesure qu'il sort de l'enfance... Pas la peine de continuer, c'est moi qui ai écrit ce message et bien d'autres. Et qu'est-ce que ça prouve? De quel droit vous interceptez le courrier d'une personne? C'est légal, ça? Ça ne prouve rien. Il y a des centaines de groupes du même genre sur Internet. Un groupe d'entraide, c'est tout. Vous organisez des voyages, vous échangez du matériel. Des conseils, des expériences, voilà ce que nous échangeons. C'est un espace où l'on ouvre son cœur. On se figure être un type bizarre jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'on est des centaines. Des milliers à sentir les choses de la même manière. C'est un espace où tu peux faire part de tes sentiments à des gens qui te comprennent. C'est qui votre ange? Celui avec qui vous passez des moments sublimes. C'est une façon de parler. J'ai passé des moments sublimes avec mon ange. Une métaphore pour dire à quel point je me sentais bien. Cela ne désigne personne de précis? Non. Franck, par exemple. Franck a 18 ans. Alors Benjamin, qui sait? Quel âge a-t-il, Benjamin? Silence. Avec Benjamin, j'ai une relation particulière. Quel genre de relation? Vous enfilez des perles? C'est un petit bonhomme très spécial. Il a un truc que les autres n'ont pas. Comment vous l'avez connu? Il est monté dans votre voiture pour aller à la messe? C'est par son père que je l'ai connu. La famille avait des difficultés. La famille a toujours des difficultés. 6 gosses. La mère perpétuellement enceinte, le père au chômage les 3/4 du temps. J'ai fait ce que j'ai pu pour eux. Récemment, quelqu'un nous a prévenu qu'un adulte abusait d'un enfant, que le petit passait les week-ends avec lui dans un pavillon. Qui a dit ça? Quelqu'un qui aime bien Benjamin. Quelqu'un qui aime bien Benjamin. Benjamin, personne ne l'aime comme moi. Jamais je n'abuserai de lui, c'est la dernière chose que je ferai, je me tuerai plutôt que de faire du mal à cet enfant. Vous voulez appeler un avocat? Ça ne peut être qu'un malentendu, personne me connaissant ne peut imaginer que je fais du mal à Benjamin. Qui vous a dit ça? Vous seriez d'accord pour une confrontation avec la personne qui vous a dénoncé? Mais absolument, ça ne peut être qu'une erreur. Ici, tout de suite? Et le plus tôt sera le mieux, au moins j'en aurai le cœur net.
Montero donne un coup de fil. Montero et Rivas restent plusieurs minutes sans parler, sans se regarder. Pénètrent enfin dans le bureau 2 policiers et un jeune homme de 18 ans que Montero fait asseoir en face de Rivas. Il y a 1,50 m entre Rivas et le jeune homme. Long silence. Comment tu as pu me faire ça? C'est quoi ce coup de couteau dans le dos? Franck, tu sais bien que tu mens, hein? Tu sais bien que je ne ferai jamais de mal à Benjamin. Silence. Tu as dit comme ça, il y a un adulte qui abuse d'un enfant? C'est comme ça que tu as dit? Silence. Dis au juge que tu as menti, dis-lui que c'est un mensonge. Silence. Ôtez-le de ma vue, s'il vous plaît. Le juge fait signe aux policiers qui sortent avec le jeune homme. Non, mais à présent, je comprends tout. Monsieur le juge, vous ne pouvez accorder le moindre crédit à ce garçon, il en veut à la terre entière. On avait une relation superbe. Et puis un jour, ça n'a plus été drôle d'aller avec lui. Moi, je voulais rester son ami. Je veux rester son ami, mais ça, il n'a pas compris. Il a cru que je le remplaçais. Et je n'ai pas su lui faire comprendre. Et comment tu expliques à un môme de 18 ans que le temps passe? Tu lui dis, tu te fais vieux gamin, hein? Non, mais je n'ai pas pu lui dire. Et aujourd'hui, il me poignarde dans le dos. Bon, ces photos, c'est de la merde, je sais bien. Mais ça n'a aucun rapport avec Benjamin. Benjamin, je ne le touche même pas. Silence. Je vous demande une faveur, monsieur le juge, une seule. Que ma mère, surtout, ne sache rien. Qu'on lui dise que je suis ici pour n'importe quoi d'autre, n'importe quoi sauf ça. Hamelin, tableau 4. Il est 11 h du soir passé quand Montero sort du tribunal. Il va pour prendre un taxi mais se ravise. Il se dit que cela lui fera du bien de marcher. Il longe des endroits qu'il aperçoit tous les jours de son bureau. Le stade, le musée d'art contemporain. Sur la petite place au pied de l'auditorium, il remarque un groupe de garçons à l'affût. Une Mercedes s'arrête, vitre baissée. L'un des enfants monte dans la Mercedes. Montero continue sa promenade. Il est plus d'1 heure quand il est de retour chez lui. Il se déchausse, s'assure que Charles est endormi. Il pénètre pieds nus dans sa propre chambre. Julia s'est endormie devant la télé. Montero éteint la télé, tire le drap sur elle. Il ne veut pas la réveiller. C'est elle qui lui parle, sans ouvrir les yeux. Il s'est battu au collège. Battu, Charles? Des histoires de garçons. Ça va, toi? Une drôle de journée. Et toi? Je suis allée à l'agence. Faut se décider, Paris ou Vienne? Je ne l'imagine pas en train de se battre. Des gamins. Un coup parle, l'autre répond et ça finit en pugilat. Montero se déshabille. Il parle d'avoir un autre enfant. Ils ne le disent pas comme ça. Ils parlent de lui donner un frère. Montero s'allonge près de Julia. Ils ne se touchent pas. Hamelin, tableau 5. L'homme incarcéré n'est que la partie visible de l'iceberg. Car isolé ou maillon d'un énorme réseau, Montero parcourt le dossier de presse. La première chose qu'il fait le matin, lire le dossier de presse. Il est déçu par la manière qu'ont les journalistes de traiter l'affaire. Réseau, iceberg. Personne ne leur a appris la différence entre journalisme et littérature. La veille, aussitôt Rivas sorti de son bureau, Montero a donné ordre qu'on le conduise en cellule d'isolement. Montero n'a pas souhaité parler aux journalistes. En revanche, il a donné des instructions concernant ce qu'il convient de dire ou de ne pas dire à la presse. La presse sait qu'un homme a été arrêté, mais n'a pas son nom. Quand il pénètre dans le bureau de Montero, les parents de Benjamin ignorent pourquoi on les a convoqués. Montero remarque que l'endroit les intimide, à moins que ce ne soit la présence muette du greffier qui se prépare à noter chaque parole qui sortira de leur bouche. Montero cherche des questions qui les mettent en confiance. Vous avez eu du mal à trouver? Votre quartier est bien desservi? Il n'y a pas à se plaindre. C'est pas comme avant. Pour un oui, pour un non, fallait descendre dans le centre. Pas vrai, Lisa? Lisa regarde une photo sur la table. On y voit Montero, plus jeune de 5 ans,
en compagnie de Julia et de Charles. Une photo prise par la jeune fille qui s'occupait de Charles à l'époque. Vous avez toujours habité le quartier? Mon épouse y est née. Moi, j'y suis venu pour du boulot et je suis resté. Comment avez-vous connu Pablo Rivas? Pablito? Il lui est rien arrivé. Monsieur Rivas va bien. Vous le connaissez depuis quand? Depuis quand? Quand est-ce qu'il a commencé à monter chez nous, Lisa? C'était avec le groupe de soutien. Pablito, avec d'autres gars, des universitaires, avait mis sur pied une table ronde, on peut dire ça. On se réunissait, mettons, chez nous pour parler des problèmes qu'on avait. Il faisait l'animateur, si vous voulez. À vous entendre parler de lui, on sent que vous y êtes attaché. On peut dire que du bien de ce gars-là. Il vient souvent chez vous? La porte lui est grande ouverte. Il vous aide pour les enfants? Je pense bien. Les livres d'école, les cahiers, les chaussures de sport. Il arrive toujours les bras chargés de cadeaux. Pour tout le monde? Il a ses préférés, ça se sent. Au début, c'est avec Franck qui s'entendait le mieux. Les derniers temps, c'est plutôt Benjamin qui fréquente, pas vrai, Lisa? Pour ses notes, il lui a acheté un vélo. Le téléphone sonne. Montero a demandé qu'on ne le dérange pas. Il sait que c'est un coup de fil important. C'est Julia. Elle appelle du collège de Charles. Montero observe à la dérobée Lisa et René. René ouvre de grands yeux comme s'il était dans un musée. Lisa paraît toujours aussi intimidée. Elle ne s'est jamais trouvée dans un endroit comme celui-ci. Peut-être, chers spectateurs, vous est-il arrivé d'éprouver cela. C'est à vous qu'il appartient de créer cette sensation. Hamelin est une œuvre sans scénographie, sans lumière, sans costume. Les lumières, la scénographie, les costumes, c'est à vous de les inventer. Montero dit « j'arrive » ou « je suis là dans une demi-heure » et raccroche. Benjamin passe pas mal de temps avec lui, on dirait. Avec Monsieur Rivas. Ouais, quand il est avec, on est tranquille, nous. Le plus dur dans le quartier, c'est de trouver de bonnes fréquentations. Pablito, c'est une autre éducation. Tout de suite, on voit qu'il n'est pas du quartier. Ils vont à la messe, puis après au ciné ou à la piscine. Quand Benjamin est avec Pablo, t'es tranquille. T'es sûr qu'il va pas monter un coup de tordu, là, avec les gosses du quartier. Hamelin, tableau 6, au collège de Charles. Il est où? En salle de classe avec votre épouse. Il dort. Ça va bien. Après la bagarre, on a parlé et il s'est assoupi devant moi. Je ne lui avais rien donné, calmant ni rien. C'est pas mal de fatigue en retard. Pas mal de tension. Elle tend la main à Montero, une main étonnamment ferme. Rachel Mayor, je suis la psychologue du centre. Ce bagarré lui ressemble si peu. Ça n'a jamais été un enfant violent, plutôt le contraire. On ne comprend pas ce qui se passe. Ne cherchez pas tout de suite à comprendre. Observez-le. Observez-vous. Ramenez-le à la maison, il y sera mieux pour se reposer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. À n'importe quelle heure. Elle lui donne sa carte. Rachel Mayor, psychopédagogue. Charles dort encore quand il le couche. C'était un grand, l'autre. Il avait 3 ans de plus. Il faut qu'on parle au directeur. Comment peut-il tolérer? C'est Charles qui a commencé. Silence. Tu devrais lui parler. Je lui parlerai. Quand? Demain. J'irai le prendre au collège. Et quand tout ça sera oublié, je l'emmènerai à la pêche. 2 ou 3 jours. Rien que nous deux. Hamelin, tableau 7. Scène de l'enfant. L'enfant au théâtre, c'est un problème. Le plus souvent, les enfants ne savent pas jouer. Et quand ils jouent correctement, le public ne voit plus que cela. Dans l'œuvre présente qui a pour titre Hamelin, le rôle de Benjamin est tenu par un adulte. Un acteur adulte qui n'essaie pas de faire l'enfant. Tu as quel âge? 10 ans. Il en paraît 12. Il a une clé pendue au cou. Ce n'est pas dans le bureau du juge qu'il se trouve, mais dans une salle où Montero a fait apporter quelques jouets. Montero le laisse s'amuser un instant avant de poser la première question. Depuis quand tu connais Monsieur Rivas? Qui ça?
Tes parents l'appellent Pablito. Ah, Pablo. Depuis quand tu le connais? Depuis tout le temps. C'est un ami à toi? Au début, il allait avec mon frère. Avec Franck? Avec Franck, oui. On dit qu'il t'emmène à la messe. Ça te plaît d'aller à la messe avec lui? Il a une BMW. Et après la messe? Montero devra répéter la question. Benjamin est distrait par la présence du greffier. Le monsieur note ce qu'on dit. Comme ça, si on oublie ce qu'on a dit, on pourra toujours le lire. Regarde. Benjamin lit avec difficulté. Tu as quel âge? 10 ans. Depuis quand? Tu connais Monsieur Rivas. Et après la messe? On se promène. On va au bowling, aux autotamponneuses. Quand il y a des fêtes dans les autres quartiers, on y va. Et au pavillon? Au pavillon de Pablo? Il n'est pas à lui, il est à sa mère. Tu y es allé? Il y a une piscine. Rien que vous deux ou d'autres gens? Des fois tous les deux, des fois avec des amis à Pablo. Montero pose devant Benjamin 8 photos d'hommes adultes. Il lui demande de montrer ceux qu'il a pu voir au pavillon. Benjamin en désigne 3. Et tes enfants? Tu as vu d'autres enfants là-bas? Des fois. Des enfants du quartier? Il y en a, oui. D'autres pas. Et comment ils s'appellent ces enfants? Kevin, Arthur, Chris, Manu, l'autre Kevin, Alex, Yann, Mousse, Maxime, Greg. T'as déjà passé une nuit au pavillon? Quand on va à la messe le samedi, Pablo me ramène le dimanche après-midi. Comme ça, on a le temps de faire plus de choses. Non, c'est vrai que vous allez à la messe? Ah oui. Et les fois où tu passes la nuit avec lui, tu dors où? Ben, dans le lit. Et lui? Pablo, Oui. Silence. vous allez me mettre dans un centre? Tu as fait quelque chose de mal? Non. Alors personne ne va te punir. Ceux qu'il faut punir, c'est ceux qui se conduisent mal. Si quelqu'un s'est mal conduit avec toi, lui, il faudra le punir. Silence. J'aime pas quand il fait des photos. Il vous prend en photo? Moi, j'aime pas. Quel genre de photo? On fait la bagarre, pour rire. Et il nous prend, Vous êtes nus? des fois. Vous avez dormi ensemble? Il n'y a pas toujours de lit pour tout le monde. Il a dormi avec toi? Vous allez me mettre dans un centre? Non. Silence. Benjamin fait si de la tête. Et les amis de Pablo, tu as dormi avec? Avec eux, non. Eux, ils vont avec les autres enfants. Silence. Il t'a touché? En me donnant mon bain? Il te donne ton bain? Le soir? En dehors du bain, il t'a touché parfois? Non. Quand il te donne ton bain, il te touche? Et quand il dort avec toi, il te touche? Il pose la question 3 autres fois, jusqu'à ce que Benjamin fasse oui de la tête. Le zizi? Il pose la question 3 fois. Benjamin fait oui de la tête. Il a demandé que toi, tu le touches? Oui de la tête. Que tu touches son zizi? Oui. Il a seulement demandé que tu le lui touches? Il a essayé de te faire quelque chose avec son zizi? Mais moi, j'aime pas. Je lui ai dit que j'aimais pas. Il parle à toute vitesse, comme s'il voulait en finir vite. Il a vu que j'aimais pas et il a arrêté. Pause. Tu veux un coca? Je peux avoir un hamburger? Montero regarde sa montre. Dans une demi-heure, Charles sort du collège. Montero appelle sa secrétaire. Il lui demande de prévenir Julia. Il ne pourra pas prendre Charles à la sortie. Par la même occasion, il demande un hamburger et un coca. Il paraît qu'il t'a acheté un vélo pour tes notes. C'était pour ça? Pour tes notes? Il continue à poser des questions jusqu'à ce que Benjamin dise qu'il est fatigué. Alors Montero le dirige sur un hôpital pour qu'on l'examine. En attendant le rapport médical, il détaille les diapositives 38, 65 et 114. L'un de ses enfants est-il Benjamin?
À 11h, il reçoit le rapport attendu. Il le lit, le relit et demande une voiture. Direction le pavillon de la mer de Rivas. Cette nuit-là, Montero revient sur les lieux de la perquisition. La piscine, la voiture dans le garage, la chambre de Rivas. Tout lui paraît plus petit, plus pauvre à présent. Dans le même temps, les policiers qui ont conduit Benjamin à l'hôpital le ramènent à son quartier. Avec la clé pendue à son cou, Benjamin ouvre la porte de chez lui. Il est minuit et demi. À cette heure-là, Rivas est en prière au fond de sa cellule. René fait le tour du quartier. Au bruit de la clé dans la serrure, Lisa se lève. Hamelin, tableau 8. Les jours suivants, Montero fait rechercher les mineurs que Benjamin a cités. Kevin, Arthur, Chris, Manu, l'autre Kevin, Alex, Yann, Mousse, Maxime, Greg. Tous passent par la salle où jouaient. Tous doivent répondre aux mêmes questions. Tu es allé au pavillon, on t'a fait des cadeaux, on t'a pris en photo, on t'a donné un bain, tu as dormi là-bas, on t'a touché. Hamelin 9. Le temps a passé. Le temps au théâtre, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il ne suffit pas d'annoncer 10 jours ont passé ou cela fait 1 heure que cette carte de visite attend sur la table. Le temps au théâtre, il n'y a que le spectateur qui puisse le créer. Si le spectateur le souhaite, la carte de visite attend depuis 1 heure sur la table à côté du téléphone. Sur cette carte est écrit Rachel Mayor, psychopédagogue. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler. À n'importe quelle heure. Au milieu de la matinée, Montero se décide à appeler. Rachel ne paraît pas surprise. Il désire lui parler, de préférence pas au collège. Et si on déjeunait? Il se retrouve dans un snack loin du tribunal et loin du collège. Rachel prend des nouvelles de Julia. Elle va bien. Si elle va bien, en fait, il n'en sait rien. Il parle peu ces derniers temps, ne parle pas. Une mauvaise passe, ça leur est déjà arrivé, ils sont mariés depuis 10 ans. Ils avaient l'intention de fêter leur 10e anniversaire en s'offrant un week-end qui sorte de l'ordinaire, Vienne ou Paris. Ça n'a pas été possible. Rachel porte une robe rouge qui rappelle à Montero la Julia d'il y a 10 ans. Bientôt, plus rien ne le retiendra à la maison. Et nous passerons nos journées à nous demander où est passé notre fils. En compagnie de qui il se trouve. Je suis inquiet du monde que nous préparons à nos enfants. Au poste que j'occupe, j'essaie de me persuader que je peux faire avancer les choses, mais je me couche chaque soir avec un peu plus la sensation d'une bataille perdue. Pourquoi vous mortifiez? Vous faites ce que vous pouvez, c'est évident. D'une bataille perdue? Je ne sais pas quel langage tenir à mon propre fils. Je suis devant lui. Je ne sais pas quoi dire. Parler à un enfant est la chose la plus difficile au monde. Silence. Montero remplit le verre de Rachel. Vous savez sur quelle affaire je suis en ce moment? Il ouvre sa serviette, en sort le dossier de presse, lui montre un gros titre. Réseau de pédophiles démantelé. J'ai suivi ça dans les journaux. Quelle horreur. Des irresponsables. Je vois d'ici le gars se frottant les mains. Je tiens le reportage du siècle. Il tient le reportage du siècle et il se met à faire de la littérature au lieu de se contenter d'exposer les faits. Parce que c'est un mensonge. C'est la vérité. Mais il n'y a pas la moindre preuve. Quand on m'a confié cette affaire, j'ai senti, c'est la première fois de ma vie que je pouvais faire quelque chose pour autrui. Dans ma carrière, j'ai dû prendre des décisions difficiles. 10 fois, 100 fois, j'ai douté de ma vocation. D'un seul coup, j'avais entre les mains quelque chose qui justifiait mon existence de juge. J'étais prêt à aller au bout et je le suis encore. Et pour aller au bout, il faut avoir accès à la vérité. Silence. Ce journal date de 10 jours. De jour en jour, ça s'est dégonflé. De la première page, on est passé en page 20 et de 3 colonnes à un entrefilet. Silence. J'ai en tout et pour tout la parole d'un enfant. Les autres nient. Il y a ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans ce pavillon. Ceux qui n'y ont rien remarqué de bizarre. En tout et pour tout, j'ai un enfant sur qui les médecins n'ont pas trouvé trace d'abus. Ça ne signifie rien, je sais. Et j'en arrive à me demander, et si tout cela était une fable? Si cet enfant
avait tout inventé. C'est exact, les enfants inventent. Les enfants ont des amis imaginaires et des ennemis qui n'existent que dans leur fantaisie. Seulement, il y a des critères pour déterminer la cohérence d'un témoignage, pour démêler le vrai du faux, savoir si c'est réel ou si c'est une fable, comme vous dites. Les professionnels appellent cela évaluation de la crédibilité du récit. Silence. Penser à ces enfants me fait froid dans le dos. Je suppose que ce genre de nouvelles vous touche spécialement. Mes proches voudraient que je change de travail. Ils disent que je m'implique trop. Ce genre de choses me rend malade, qu'elles puissent rester impunies, surtout. J'ai en tout et pour tout la parole d'un enfant. Autant dire rien. Et il me faut une preuve. Je donnerai n'importe quoi pour une preuve. Moi, je regarde du côté des parents. Je regarde les parents et je comprends tout. Silence. Il faudrait que je sois 100 ans plus vieux pour juger une affaire comme celle-ci. Il faudrait que je sois 1000 ans plus vieux pour trouver les mots que mon fils a besoin d'entendre. Par où commençait votre père? S'il vous parlait, toutefois. Il me racontait le joueur de flûte de Hamelin et en tirait les conclusions. Non. Sérieux? C'était mon conte préféré. Mon père se débrouillait toujours pour le faire coller avec ce qu'il avait à me dire. Si vous me le racontiez. Le joueur de flûte? Ici? Vous avez peur qu'on nous entende? Vous avez honte? Silence. Il était une fois une ville. Une jolie ville qui s'appelait Hamelin. Mais un matin, au réveil, les habitants de Hamelin découvrirent que la ville était envahie par les rats. Désespérés car les rats étaient entrés dans les maisons, ils se regardaient, ne sachant que faire. Ils lui content ce conte jusqu'au bout. Puis tous deux parlent d'autre chose, mais en reviennent toujours à ce joueur de flûte qui, pour punir la ville, entraîna les enfants à sa suite. Ils en parlent encore dans la rue. Montero raccompagne Rachel à un taxi. Il va pour en prendre un, mais choisit de marcher. Il ne rentre pas chez lui, il descend vers le sud. À mesure qu'il s'éloigne du centre, les rues s'élargissent, les rues s'allongent. Au bout d'une heure, il arrive à une place carrée. Montero n'est jamais passé par là, mais il reconnaît la place où Rivas a arrêté sa voiture. « Y en a pas un qui veut que je l'emmène à la messe ?» Montero dérive de rue en rue. Il reconnaît les lieux, croit les reconnaître. L'église, le collège de Benjamin, la maison de Lisa et René. Il ne voit pas de lumière aux fenêtres du deuxième étage, mais devine Lisa derrière un rideau. Il fait nuit noire quand Montero quitte le quartier. Il fait froid, mais il choisit encore de marcher. Il ne va pas chez lui. Il rentre au tribunal. Il téléphone à 12 journalistes qu'il convoque pendant 2 heures. Il les prévient, ce n'est pas une conférence de presse. Ce n'est pas une conférence de presse. C'est l'occasion pour nous de parler comme nous ne pourrions pas le faire en conférence de presse. Eux posent des questions comme en conférence de presse. Sur les 12, 3 se sont déplacés. Les questions fusent. Ils ont hâte d'aller se coucher. On peut révéler l'identité du détenu? Les gens d'église sont impliqués? Un homme politique? J'ai une question, moi aussi. Comment préparer cette ville à apprendre le pire? Car le pire reste à dévoiler. Vous, je ne peux pas vous faire peur, bien sûr. Vous avez été amené à relater bien d'autres horreurs. Je vous demande une seule chose. J'ai confiance en vous, bien sûr. Mais plus que jamais, surveillez les mots que vous emploierez. Pour Benjamin, ne vous trompez pas de mots. Encore, si tout cela s'arrêtait à ce Pablo Rivas, s'il suffisait de lui coller 30 ans à ce salaud. Certains d'entre vous ont des enfants? Comment vous conteriez à un enfant l'histoire de Benjamin? Je sais. Ouais. Ce n'est pas facile. Parler à un enfant est la chose la plus difficile au monde.
Gamelin, tableau 10. Vous préférez que je ferme la fenêtre? Rivas ne répond pas. C'est le Rivas d'il y a 2 semaines. Le même en plus maigre, il a perdu 5 kilos. Montero ferme la fenêtre. Il a passé la nuit dans son bureau. À 9h, on lui a monté un pot de café et le dossier de presse. À 10h, il a fait appeler Rivas. Rivas persiste à refuser un avocat, y compris celui commis d'office. En revanche, il a demandé à parler à l'aumônier de la prison et il assiste à la messe tous les jours depuis son incarcération. Montero pose un café devant lui. Rivas le refuse. La première fois que nous nous sommes vus, quand je vous ai demandé comment vous aviez fait la connaissance... Je ne vous avais demandé qu'une chose, que ma mère ne sache rien. Les journalistes sont allés l'interroger sur mon enfance. Si enfant on avait abusé de moi, voilà ce qu'ils sont allés demander à ma mère. Silence. Vous voyez que c'est moi qui ai donné votre nom à la presse? Je ne l'ai pas donné. Mais ce n'est pas facile de les arrêter quand une chose les excite. Ils sont chaque matin aux portes du tribunal. Si tu leur donnes une bonne histoire en pâture, c'est du délire. Or, pas meilleure histoire qu'une histoire avec enfant. Il pose le dossier de presse devant Rivas. Encore, ils se contenteraient de faire de la mauvaise littérature. Et la littérature ne leur suffit pas. Ils veulent prononcer la sentence sans entendre l'accusé. Pour eux, la sentence est toute prononcée. Il ouvre le dossier devant Rivas. Je n'ai pas prononcé de sentence. Je veux vous entendre. Je ne suis pas à l'affût d'une bonne histoire, moi. Je cherche la vérité. L'origine du mal, c'est elle que je cherche. Silence. La première fois que nous nous sommes vus, je vous ai demandé comment vous aviez fait la connaissance de Benjamin. Vous m'avez répondu ceci. C'est par son père que je l'ai connu. La famille avait des difficultés. La famille a toujours des difficultés. 6 gosses, la mère perpétuellement enceinte, le père au chômage les 3/4 du temps. J'ai fait ce que j'ai pu pour eux. J'ai fait ce que j'ai pu pour eux, mais encore. Silence. René, le père, je l'ai aidé à décrocher de la boisson. Enfin, j'ai essayé, disons. Essayé de lui redonner confiance. Il avait perdu toute estime de soi. Il parlait, je l'accompagnais dans ses recherches d'emploi. Jusqu'au jour où j'ai renoncé avec lui et j'ai pensé qu'il valait mieux me reporter sur les enfants. Avec Benjamin, je me suis tout de suite entendu. J'allais le chercher au collège, on faisait les devoirs dans un café. Avant, il pouvait bien manquer l'école, chez lui, personne s'en apercevait. Un enfant doué. Il a tout de suite fait des progrès. C'est ça que je n'arrive pas à accepter. Pour Franck, encore, je peux comprendre, mais une affaire de jalousie, de rivalité entre gamins. Mais Benjamin, lui, il le sait que je ne veux que son bien. Il faut que quelqu'un lui ait fourré ses saloperies dans la tête. Hein. En sorte que vous avez été, si l'on peut dire, un soutien moral pour la famille. Et un soutien matériel? Autant que j'ai pu. J'ai donné un coup de main, des livres, des vêtements. De l'argent? C'est arrivé quand il n'avait plus le sou. Vous pourriez être plus précis rapport à ces versements? Il ne s'agit pas de versement. Le René, c'est une calamité. Pas un boulot ne lui fait plus d'une semaine. Tu mets le pied chez eux, les bras t'en tombent. Vous leur donnez régulièrement une somme fixe? Quand ils ont le couteau sous la gorge, oui. Je sentais un peu de la famille. Au moment de la naissance de Benjamin, c'est moi qui ai conduit la mère à l'hôpital. Encore un peu et le bébé venait au monde dans ma voiture. En gros, vous évaluez vos dons à combien? Je ne peux pas dire. En gros. Et pas la moindre idée, vraiment. Faites un effort, c'est important. Ces versements ont commencé quand? Il ne s'agit pas de versement, je vous ai dit. Je vous répète que... Silence. Vous avez fait pareil avec Benjamin? Vous avez répété la question jusqu'à qu'il réponde ce que vous vouliez qu'il réponde? C'est un interrogatoire. C'est ça votre méthode? Demandez 100 fois la même chose, 1000 fois, autant de fois qu'il faut pour obtenir la réponse que vous voulez? Avec un petit, surtout s'il a peur, ça ne doit pas être bien difficile, je suppose. Hein? Avec un petit terrorisé, 10 fois la même question, ça doit suffire. Faites-moi le plaisir de vous asseoir. Ah, c'est plus commode que de chercher des preuves, hein? Oh, mais des preuves qui risquent de mettre à bas ta jolie petite théorie, mais quel ennui, hein? Surtout dans cette affaire, c'est un médiatique en diable. Vous avez dû hériter de pas mal d'affaires médiocres avant que celle-ci ne vous échoue. Enfin, une à la hauteur de votre talent. Un réseau de pédérastes. Ah, je vois d'ici votre excitation. Et la ville qui n'attend que ça. Un monstre et un sauveur. Mais on rêve tous de se sentir innocent. Alors on nous sort un monstre. Ben, on se sent plus innocent que l'agneau qui vient de naître. Hein? Vous livrez le monstre et la presse leur raconte comment le monstre était enfant. Mais l'origine du mal, c'est elle que je recherche. Mais l'origine du mal, elle est dans votre tête. Mais arrêtez de me regarder comme ça. Le monstre, il est dans votre tête et pas ailleurs.
C'est vous qui avez mis toute cette merde dans la bouche de Benjamin. Mais vous ne comprendrez jamais ce qu'il y a entre cet enfant et moi, mais pour le comprendre, il faudrait que vous acceptiez de l'écouter, mais personne n'écoute les enfants. Vous voulez la vérité? Alors laissez-le parler, ne posez pas de questions. La vérité, la seule, c'est que j'aime cet enfant. Je l'aime comme personne ne l'aimera jamais. Silence. Montero fait un signe au greffier qui arrête d'écrire. Il faut que vous vous sentiez très sûr de vous pour me parler comme ça. Très sûr. Ou totalement désespéré. Vous avez des amis haut placés qui vous protègent et que vous protégez. On en reparlera au moment du procès. On verra alors si vous vous montrez aussi arrogant. Et on fera le compte des amis qui vous restent. Qui ose se dire votre ami en pareil cas? Il force Rivas à regarder le dossier de presse. Pour eux, la sentence est toute prononcée. On les laisserait faire, ils vous immoleraient de leurs propres mains. C'est qu'il est question d'enfants. La ville entière se sent humiliée. Le châtiment doit être exemplaire. C'est toute la ville contre un seul homme. Un bourgeois qui gagne la confiance d'une humble famille pour aller se fourrer dans le lit des enfants. C'est pas le genre d'histoire, c'est sûr, dont on va se vanter à maman. Je ne me suis jamais fourré dans le lit d'un enfant. Jamais je n'ai touché un enfant. Et quand vous lui donniez son bain, vous lui donniez son bain à Benjamin. Je le baignais, oui. S'il était sale, je le baignais. Vous n'êtes pas attiré par les enfants? Si je suis attiré, je prends sur moi. C'est ce que vous comptez répondre au procureur? Les enfants martyrs, mais j'ai une volonté de faire. Silence. Vous auriez un avocat, il vous expliquerait comment ne pas aggraver votre cas. D'abord en montrant plus d'humilité. Montero fait un signe au greffier qui se remet à écrire. Monsieur Rivas, je vous demandais quelques précisions rapport à ces versements. Silence. Lisa, la mère a la manie de tout noter. Elle s'achète une paire de bas, elle note. Il doit y avoir les sommes avec les dates dans son cahier. Hamelin, tableau 11. Montero ordonne une mesure de placement pour Benjamin, s'assied sur la chaise où était Rivas et demeure silencieux. Quand il se rend compte que la nuit est tombée, une nuit sans lune, Montero descend vers le sud. Les rues s'allongent, les rues s'élargissent jusqu'à la place. Il n'y en a pas un qui veut que je l'emmène à la messe? Montero ne se rappelle plus si chez Lisa et René, c'est le second escalier A ou le second escalier B. Le second escalier B est ouvert. Montero pénètre dans un appartement sans lumière de 40 mètres carrés environ. C'est difficile à évaluer dans l'obscurité. Au moment de s'en aller, Montero aperçoit une forme qui bouge sur le canapé. Non, ce n'est pas un rat. C'est un enfant de 3 ans. L'enfant réclame de l'eau. En cherchant la cuisine, Montero tombe sur quelque chose qui ressemble à un berceau. Il trouve un interrupteur. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de lumière. On nous l'a coupé. Lisa ne demande pas qu'est-ce que vous faites là. Ce n'est pas son genre de poser des questions. Jamais je les laisse seule. J'étais sortie chercher du lait chez le chinois, c'est toujours ouvert. Lisa se déplace avec une petite lampe de poche. Elle chauffe le biberon sur un camping-gaz dans la cuisine. J'ai du décaféiné de fait, ça vous dit? Montero avait imaginé la cuisine sans dessus-dessous et crasseuse. Il s'était figuré du linge sale partout, des matelas, même le sol, un chien. Lisa donne de l'eau au petit du canapé et un biberon à celui du berceau. Ils sont où les autres, hein? Si ma mémoire est bonne, vous avez 6 enfants. Le bébé, c'est celui de ma fille, l'aîné. Danny et Robert sont à récupérer du carton. Franck, quand tout a commencé, il a disparu. Pour Benjamin, vous êtes au courant. Benjamin va bien. Les policiers ont dit que c'était un ordre à vous. C'est vrai. Ça fait 6 heures qu'ils l'ont emmené. Il va pas rentrer dormir? Et quelques jours loin de cette agitation lui feront le plus grand bien. Quelques jours? Montero montre une bicyclette. C'est celle que Rivas lui a offerte? La chaîne est cassée. René voulait l'accompagner, le petit, mais ils l'ont pas laissé. Ils avaient besoin d'arriver avec leur sirène. Tout le quartier est au courant maintenant. Vous avez raison, la sirène, ils auraient pu s'en passer. Et votre mari? Où est-il, votre mari? Il a dit qu'il allait au carton avec les enfants. Je sais pas.
Il récupère le carton et le vend au poids, c'est ça? En ce moment, le carton, ça paye bien. Depuis combien de temps votre mari n'a pas d'emploi stable? Ça n'a pas toujours été comme ça. Il n'a pas pu étudier, mais il a de bonnes mains. Elle promène sa lampe sur le mur. Des papiers fixés avec des punaises, des dessins, moitié de la main d'un adulte, moitié de celle d'un enfant. Des chevaux. Plus jeune, il faisait les caricatures dans la rue pour gagner quelques sous. Benjamin aussi aime dessiner. Ils s'en vont tous les deux avec leurs crayons, on ne les revoit plus. Vous êtes sans lumière depuis... Une semaine. Avant, pour ça, vous faisiez appel à Rivas? Nous, on croyait que c'était un ami. Ça allait chercher dans les combien? 5 000? 15 000? 30 000? 30 une fois. Sans ça, on était à la rue. Lisa s'éloigne avec sa lampe de poche. Ce doit être ici que dort Benjamin, pense Montero. Il songe à la chambre de son propre fils. Mais au mur de la chambre de Charles, il n'y a pas des dessins, mais des posters. Lisa revient avec un cahier d'écolier à petits carreaux. Dans la colonne ici, il y a les sommes. Et là, c'est les dates. Montero lui demande la lampe. Pablito, 4 000. Pablito, 6 000. Rivas, toujours? Vous pouvez toujours compter sur lui. La première écriture remonte à 4 ans. C'est la première fois que Rivas vous a donné de l'argent? J'ai pas la mémoire des dates. Je ferais mieux de vous laisser vous reposer. Ça n'a pas dû être une journée facile pour vous. Mais il est de mon devoir de m'assurer que Benjamin est bien. Tout ce que je veux, c'est que les enfants soient bien. Vous allez tous me les emmener? L'important, c'est que les enfants soient bien. Silence. Il a appris que René avait été viré du supermarché. Alors il est venu voir si on avait besoin. Ça a été la première fois. Avant, c'était d'une autre façon. Franck revenait toujours avec une chose pour son père, mais pas d'argent. Avec quoi? Un cigare, une bouteille de cognac. Puis Franck et René se sont plus parlé, ça a été fini. La relation entre votre mari et son fils, Franck, n'est pas fameuse, c'est ça? On peut pas dire. Et vous ne savez pas où Franck est passé? Non! Silence. Vous saviez que Rivas donnait son bain à Benjamin? Ça ne vous était pas venu à l'idée? Silence. Les copains à lui l'ont aperçu dans un quartier du bar du centre. Un bar qui s'appelle le Brando, comme l'artiste. Montero montrant les dessins sur le mur. Je peux en prendre un? Lisa accepte. Montero choisit un cheval rouge. Benjamin sera bientôt de retour, dès qu'on aura la certitude qu'il est bien ici. Vous en êtes à combien de mois? 6. Je me charge de vous faire rétablir le cours. Et merci pour le café. Hamelin, tableau 12. Julia l'attend au salon. Depuis combien de temps il n'échange plus un mot? Il ne sait plus. Elle, oui, le sait. Ils m'ont fichu à la porte. Quand je suis allée le chercher, il était dans le bureau du directeur. Cet après-midi, il a déclenché une bagarre monstre dans la cour, seul contre tous. Ça, c'est ce que dit le directeur. Et lui? Pourquoi tu lui demandes pas? Je ne vais pas le réveiller. Je lui parlerai demain. Charles les entend s'éloigner dans le couloir. Il est assis sur son lit. Il a tout entendu. Hamelin 13. Ils se saluent. Montero l'embrasse. Bien, me voilà seulement pour Charles. Pour Charles, je ne peux pas faire plus. J'ai demandé au directeur de lui laisser une chance. Il ne veut pas en entendre parler. Plus tard, peut-être, quand les esprits sont calmés. Les parents, surtout, s'y opposent. Les parents des autres enfants. Il n'est pas question de Charles. C'est pour Benjamin que je t'ai appelé. Je veux que tu le vois, que tu l'aides. Une heure plus tard, ils sont au foyer. Le foyer où vit Benjamin désormais. 2 policiers sont allés le chercher chez ses parents et l'ont mis dans une voiture. Dans la voiture, Benjamin ne savait pas où il allait. À son arrivée, un homme en blouse blanche l'a lavé, lui a donné du linge neuf et l'a conduit au réfectoire. C'est là qu'il a fait connaissance avec ses nouveaux camarades. Comme les 29 autres enfants qui vivent dans ce foyer, Benjamin a sa chambre individuelle. Blanche, avec des dessins de Walt Disney au mur.
les couloirs, dans l'ensemble du foyer, c'est le blanc qui domine. À cette heure-là, les enfants jouent au football dans la cour. Benjamin ne se mêle pas au jeu. Le directeur lui fait signe. Benjamin prend un couloir blanc et regagne sa chambre. Salut Benjamin, comment tu vas? Benjamin ne voit pas la main tendue ou fait semblant de ne pas la voir. On est venu voir si tout se passe bien. Elle, c'est Rachel. Benjamin ne la regarde pas. À sa deuxième visite, Rachel lui apporte une boîte de peinture. Benjamin peint et semble par instant l'écouter. Elle finit par lui écrire son téléphone sur un papier. Si un jour tu ne te sens pas bien, que tu as envie de parler, à n'importe quelle heure. À sa troisième visite, Rachel lui demande quel gâteau il veut pour son anniversaire. À sa quatrième visite, elle demande des nouvelles de ses parents. Ils ont une voiture? Ils ont une voiture? Tu vas à la piscine avec eux? Ils t'aident pour tes devoirs? Pourquoi ne dit-il rien? Il se sent perdu, c'est logique. Tout ça le dépasse. Ces enfants-là ne peuvent pas comprendre ce qui leur arrive, ils ne savent pas ce qui est normal, ce qui ne l'est pas. Ils finissent par croire que c'est à cause d'eux que leur famille est dans le malheur. C'est ça qu'il faut éviter à tout prix, qu'ils se sentent coupables. On leur a volé leur enfance. La peur, voilà ce qu'on leur a appris, pas besoin de menaces pour ça. En te racontant son expérience, Benjamin a franchi la ligne, il le sait. Il ne peut plus revenir en arrière, mais n'ose pas aller de l'avant. Pour s'en sortir, il a besoin d'aide. Cet enfant appelle à l'aide, mais ne peut pas le faire de façon plus claire. Sa façon de parler, c'est son silence. Ils prennent l'habitude de boire un verre dans ce bar avant de rentrer chacun chez soi. L'après-midi de sa cinquième visite, Montero montre une lettre à Rachel. Lettre qu'elle lit en silence. C'est dans tous les livres. D'une part, il a honte. D'autre part, un cas d'école. L'attitude typique de l'homme pour qui être père n'est pas un devoir, mais une liste de droits. Aussitôt que tu seras revenu, je t'apprendrai à faire de l'aquarelle. C'est ce qui me rend le plus heureux de transmettre le peu que je sais. Comment un homme qui ne savait pas si son fils allait ou non en classe, ou si même il avait dormi à la maison, peut-il écrire cela? Sois sage, sois obéissant avec tes professeurs. Ce n'est pas pour Benjamin qu'il l'a écrite, sa lettre. C'est pour nous. Et cette autre lettre, tu en penses quoi? De l'avocat de René au juge Montero. Une demande en bonne et due forme à laquelle je me dois de répondre. Il s'est mis entre les mains d'un cabinet d'avocats. Dieu sait qui réglera les honoraires. À tous les coups, la lettre adressée à l'enfant a été écrite par l'avocat. Alors tu en penses quoi? Au stade où en est le patient, c'est une idée désastreuse. Quand est-ce que cette rencontre pourrait avoir lieu? Sans risque, d'après toi. Je dois fixer un délai. Je ne peux pas éternellement l'empêcher de voir son fils. Elle en dit quoi, la mère? C'est lui qui fait la demande. Il faut que tu me donnes un délai raisonnable. Le temps nécessaire au patient pour reconstruire son projet de vie. Projet. Et elle parle d'un enfant de 10 ans. Projet. Un mot pareil devrait faire trembler le théâtre. Des mots. Foyer. Direction générale de la protection de l'enfance. Droits de l'homme. L'œuvre représentée ici porte sur le langage, sur comment il se forme et comme il ferme. De l'autre côté de la table, Rachel poursuit. Elle ne dit pas famille, elle dit cellule familiale. Elle ne dit pas Benjamin, elle dit le patient. Rachel parle, et Montero regarde par la fenêtre. Sur le trottoir, des enfants jouent au football. Montero en voit un qui ne se mêle pas au jeu. Montero voudrait briser la vitre pour mieux voir, pour respirer. Ce ne sera pas facile. Cet homme-là a envie de se battre. Qu'il se batte ne prouve rien. Il est logique qu'il se batte. C'est son droit, il s'agit de son fils. Ce n'est pas pour son fils qu'il se bat, il se bat pour son prestige au sein de la communauté. Il se bat pour préserver son statut social. Rends-lui le petit, tu le verras l'exhiber dans le quartier comme un trophée. Montero montre à Rachel un dessin, celui du cheval qui était punaisé au-dessus du lit de Benjamin. Sur le cheval debout, en équilibre comme à la parade, un homme et un enfant. Il dessinait dans les rues. Le genre de gars qui te fait une caricature en 5 minutes. Silence. Je pensais que Lisa finirait par se rebeller contre lui. Mais j'en suis pour mes frères. Je n'ai pas la plus petite preuve contre lui. Je ne pourrais pas éternellement le tenir éloigné de Benjamin.
Rachel montre l'enfant sur le cheval. Voilà comment cet homme voit son fils. Tu as vu le visage du petit? Ses yeux. Hamelin, tableau 14. On t'a cherché partout. Tu es là, non? Il est là, au fond du bar Le Brandou. Pour trouver l'endroit, Montero n'a eu qu'à ouvrir un guide de la ville. Le reste s'est avéré plus délicat. Entrer, demander un verre, soutenir les regards en attendant que Franck arrive. Il n'y a que des hommes au Brandou, certains plus jeunes que Franck. Tel est l'endroit où nous sommes. Là. Si loin de ton quartier. On dit que tu te fais rare là-bas. J'ai eu envie de changer d'air. Tout d'un coup. Tu ne te sens pas menacé par hasard? Silence. Menacé par qui? Silence. Pablo Rivas? Ses amis? Silence. À part Rivas, par qui? Silence. On s'occupe de ta protection. Si tu veux, tu auras un policier avec toi, partout où tu iras. Je suis assez grand pour me défendre tout seul. Tout ce que je veux, c'est que vous arrêtiez de m'embêter. Vous m'avez fait des ennuis avec plein de monde. On ne t'embêtera plus. On parle une minute et je te fiche la paix. On n'a rien à se dire. Il y a un mois, t'étais plutôt du genre baba. Tu m'en as raconté des choses. Mais tu ne m'as pas tout dit. Franck avait appelé au tribunal. Montero était de permanence. C'est là que tout a commencé. Tu ne m'as pas dit que tes parents recevaient de l'argent de Rivas. Silence. Le cahier de ta mère, je l'ai vu. Tu savais que tes parents recevaient cet argent. Mon père, pas ma mère. Pablo donne à mon père et c'est lui qui lui donne à elle, pour qu'elle achète. Rivas donne cet argent devant vous? Pablo, il a toujours de l'argent sur lui. Mon père dit combien il a besoin et il lui donne. Ton père recevait de l'argent de Rivas. C'était parce que vous alliez avec lui, toi et Benjamin? Silence. T'es assez grand pour te défendre tout seul. Et tes petits frères? Benjamin, il est assez grand aussi? Silence. C'était pour le temps qu'il passait avec toi et avec Benjamin? C'était ça qu'il payait à ton père? Je suppose que c'était ça. On n'a rien pour rien. On va au tribunal et tu me répètes ça. Tu me répètes ce que tu viens de dire de ton père. Silence. Franck regagne le bar. Et là, il a un geste en direction de Montero. Un geste brutal que Montero n'a jamais vu, mais dont il saisit le sens immédiatement. Hamelin, tableau 15. Le jour de l'anniversaire de Benjamin dans la salle des visites du foyer. C'est là que sa mère et ses frères l'attendent. Benjamin entre, tenant Rachel par la main. Lisa l'embrasse, puis c'est au tour des autres. Benjamin ne regarde pas Lisa dans les yeux. Assieds-toi là, à côté de moi. Et tiens-toi droit. Montero et Rachel, debout à quelques mètres, observent la rencontre. Avant d'entrer, Rachel a dit à Benjamin qu'il n'a pas de raison d'avoir peur. N'aie pas peur. Si à un moment tu ne te sens pas bien, tu me fais signe et on retourne dans ta chambre. Dis-nous un peu ce que tu fais. Tiens, le matin, tu fais quoi? Benjamin dit ce qu'il fait, les cours, le football. Et l'après-midi? Benjamin dit ce qu'il fait l'après-midi. Et tu manges comment? Bien. C'est tout ce que tu nous racontes. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu sais pas, Franck a trouvé du travail. Franck, raconte-lui. Franck dit que rien n'est fait, qu'il est à laisser un mois dans un bar du centre. Tu veux qu'on te rapporte quelque chose de la maison? Il est où, papa? René attend dehors. Dans la camionnette. Une camionnette prêtée. Ce qu'il y a, c'est qu'il a du travail lui aussi, alors il n'a pas pu venir. T'as besoin de rien, du linge, de l'argent. On me donne une paye ici. Pour quand je sors. Je te laisse sortir. Avec ma tutrice. Il se tourne vers Rachel, qui tape sur sa montre comme pour dire... Il ne faut pas que ça s'éternise. Rachel sort et revient avec le gâteau. C'est lui qui l'a choisi. Allez, Benjamin, fais un vœu. Benjamin souffle les bougies du premier coup. Ils sortent leur cadeau. Lisa offre une chemise, Franck, le tour du monde en 80 jours. Et ça, c'est de la part de papa. Il te fait plein de bisous. Une boîte de peinture.
Montero et Rachel les raccompagnent à la sortie, puis reviennent à la salle des visites et aident Benjamin à ramasser ses cadeaux. Pourquoi il n'est pas venu, mon père? 2 jours auparavant, la psychologue avait adressé au juge le rapport suivant. Lorsque nous l'avons rencontré, le patient essayait de faire preuve d'une personnalité autonome, mais nous avons détecté chez lui une atteinte grave de l'estime de soi, liée à un intense sentiment d'abandon. Notre intervention a visé à ce que le patient affirme son autonomie en choisissant lui-même ses objectifs comme autant d'étapes de son projet vital. Cependant, le manque de confiance du patient envers le monde des adultes, aux marques d'affection desquelles il répond par des gestes d'agressivité, a fait obstacle à notre stratégie. Une agressivité symptomatique chez les mineurs issus de cellules familiales déstructurées comme les celles du patient. Rapport à la sienne, il s'exprime d'une manière ambiguë, surtout en ce qui concerne son père biologique. D'un côté, il souhaite donner l'apparence d'une relation normale avec lui, de l'autre, il craint la sanction paternelle dans la mesure où il se sent coupable des événements qui ont rendu souhaitable son placement. En d'autres termes, le patient a été induit à croire qu'il a porté préjudice à celui-là même qui n'a pas su le protéger. Cela génère chez le patient une angoisse qu'il retourne contre les adultes en général, portant préjudice au traitement. Aussi, déconseillons-nous que le patient revoie son père biologique, tant que nous n'aurons pas les garanties suffisantes que les bénéfices improbables d'une telle rencontre seront plus grands que d'éventuels préjudices. En outre, nous conseillons de n'exposer le patient à aucun contact téléphonique ou écrit qui puisse perturber son équilibre émotionnel. Pourquoi il n'est pas venu, mon père? Silence. Montero demande à Benjamin de se rasseoir où il était. À côté de lui, il n'a plus Lisa, mais Rachel. Les questions sont celles du juge. Rachel est en quelque sorte la traductrice. Elle sait comment parler à un enfant. Tu te souviens quand tu as raconté au juge ce que tu faisais avec M. Rivas, Pablito, comme vous l'appelez? Ce que tu n'as pas dit, c'est ce qu'en pensait ton père. Silence. Il est difficile d'écouter ce silence. Écouter un enfant est ce qu'il y a de plus difficile au monde. Il est difficile d'approcher un enfant et de ne pas lui faire peur. À ton père, ça lui plaît que tu ailles avec Pablo? Silence. Rachel se rapproche de Benjamin et lui parle presque à l'oreille. N'aie pas peur. Silence. Quand je ne l'ai pas vu plusieurs jours, il me dit « Vas-y, appelle ». Il te force à aller avec Pablo? Des fois, je veux pas, mais il me dit « Reste un peu avec. Il est si gentil avec nous. » Et toi, tu te sens obligé d'y aller? Si j'appelle pas, papa fait le numéro. Tu sais si Pablo donne de l'argent à ton père? Un vrai radin. Il avait promis le vélo à 30 000, il m'a acheté celui à 10 000. L'argent, il le donne devant toi? Je sais pas. Tu vas avec Pablo et Pablo donne de l'argent à ton père. C'est ça? Je sais pas. Il lui donne de l'argent pour le temps que tu passes avec Pablo? Il sait pas ce que veut Pablo. S'il savait, il me laisserait pas aller avec. Silence. N'aie pas peur de la vérité, Benjamin. Tu n'es pas seul. Le juge et moi, on ne te laissera pas seul. Mon père, il sait pas ce que veut Pablo. S'il l'apprend, il le tue. Silence. Phil, va jouer avec tes copains. Et marque plein de buts. Silence. Où il essaie de protéger son père, où il en a peur, où il se raconte des histoires, où c'est un peu de tout ça mélangé. Tu as vu ses dessins? Tout est là. Ce père qui ne sait pas être père, et cette femme. Comment peux-tu lui faire encore confiance? Tu crois toujours, toi, qu'elle ne savait rien? Pouvait-elle ne pas savoir? Elle savait.
Mais elles regardaient de l'autre côté. Tous savaient. Mais ils nieront en bloc. C'est la loi du silence, la honte les rend muets. Pense un peu à ceux qui restent là-bas, entre cet homme et cette femme. Tu as vu comment Benjamin les dessine. Ces enfants-là ne connaissent pas la paix. Ici, la paix, ils auraient. Benjamin vient d'entrer dans sa chambre. Il se jette sur son lit et ouvre le tour du monde en 80 jours. C'est la première fois que Franck lui fait un cadeau. Il lit. Quand il arrivera à la page 7, il trouvera une lettre fixée avec du papier collant. Une lettre écrite en capitale d'imprimerie. Cher Benjamin, le livre que tu lis te plaît. Le bon génie des anniversaires ne voulait rien t'apporter cette fois, tant tu t'es mal conduit envers moi. Le bon génie m'a soufflé, oublie-le. Mais je lui ai dit que t'oublier, je ne peux pas. J'étais pourtant très en colère après toi, plus qu'en colère, blessé. Je le suis encore. Je ne peux pas comprendre que tu aies dit au juge tout ce qu'on me dit que tu lui as dit. Tu sais, toi, comment ça s'est passé entre nous? C'est toi qui es venu te coller à moi. Et quand j'essayais de refroidir les choses, quand je retournais avec Franck, c'est toi qui m'appelais. Pablo, ça fait longtemps que t'es pas venu me chercher, t'es pas fâché, dis. Et tu me disais que je te manquais. C'est pourquoi je ne peux pas croire que tu aies dit tout ça. Ou si tu l'as dit, ce ne sont pas des mots à toi, c'est que tu t'es laissé embrouiller. Ne te laisse pas embrouiller par eux. Nous n'avons à avoir honte de rien. N'essaye pas non plus de les convaincre, ils ont l'esprit malade. Je ne sais pas quand nous nous reverrons. Tu fais tes devoirs. Travaille bien, que je sois fier de toi. Si tu as besoin de quelque chose, tu le dis à Franck. Il viendra te voir d'autres fois. Si tu veux m'envoyer quelque chose, tu le donnes à Franck. Tu sais ce qui me ferait très plaisir? C'est que tu m'envoies l'un de tes dessins. Benjamin retourne la lettre et dessine. Un cheval ou un rat? Un rat, on dirait. Un autre rat. Encore un autre. 1 million de rats. Hamelin, tableau 16, le soir du même jour. Au moment de franchir le porche de sa maison, Montero entend une voix dans son dos. Juge! Monsieur le juge! Cette voix, Montero la connaît, il ne se retourne pas. Ça fait 1 mois qu'on nous l'a pris. Je suis tous les jours au tribunal, mais personne ne me dit rien. Et aujourd'hui, enfin qu'on peut le voir, on ne me laisse pas passer, moi. L'avocat, il sait plus quoi me dire. C'est votre avocat qui vous a conseillé de m'aborder la nuit en pleine rue, sous mes fenêtres? Ça, c'est moi. Ça m'a pris. J'en pouvais plus. Fallait que je vous parle. D'homme à homme. Pour parler d'homme à homme, j'ai pas besoin d'avocat. Montero désigne un bar en face. Je comprends quelque chose? Il s'installe à la table la plus éloignée du téléviseur. À une table voisine, une vieille mange un sandwich en regardant la télé. Le serveur aussi regarde la télé pendant qu'il les sert. Benjamin va bien, on a dû vous le dire. Il s'est fait plein d'amis au foyer. Il a mis une psychologue, il paraît. Pour l'aider. C'est bien, moi, je trouve. Les psychologues, c'est pas ce que les gens croient. Tu vas au psychologue, c'est pas pour ça que t'es fou. C'est pour mettre de l'ordre dans ta vie. Benjamin est votre 5e, c'est ça? Le 5e d'une fratrie de 6. Plus un qui est en route. Bien peu de nos jours ont votre courage. Les gens sont devenus égoïstes. Tout de même, ça doit être dur. 8 bouches à nourrir. Écoutez, je dis pas, hein, ça coûte. Mais moi, ma théorie, c'est que si tu retrousses tes manches, tu y arrives toujours. Comment vous vous en sortez? Les gens sont devenus paresseux. Je prends ce qui me tombe. Par exemple? Ce qui se présente. Décharger les camions sur le marché. Il y a le carton. Aussi. Le carton aussi. Jamais un emploi stable. Jamais un contrat fixe. J'en finis pas de trouver ma vraie place. Ce qui me plairait, c'est un travail dans le dessin. Vous me prêtez votre stylo?
Il prend une serviette en papier. En 3 coups de crayon, il fait une caricature de Montero. Ah, une connaissance. Il va bientôt me tomber un truc stable, bien payé. C'est par période. Il y en a où ça donne et il y en a de plus molles. Où rien ne marche, c'est ça. Ouais. Comment vous vous en sortez dans ces moments-là? Quand ça va bien, on met de côté pour quand ça va mal. Avec 6 gamins, vous réussissez à faire des économies? Bravo. Parce que votre femme, elle n'a pas le temps de travailler, en dehors de chez elle, je veux dire. Non, c'est sûr. Vos grands-enfants vous donnent un coup de main? Franck, votre aîné, il vous aide? Avec Franck, ça s'est refroidi. Aller donner un conseil aux jeunes d'aujourd'hui, c'est comme si vous leur crachiez à la gueule. L'eau, l'électricité, il y a des sommes qu'il faut bien sortir. 2 quittances qui tombent ensemble au mauvais moment. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on fait appel à l'un, à l'autre. À Monsieur Rivas, par exemple. Ce fils de pute! Financièrement, Monsieur Rivas vous a aidé. Il ne demandait rien en échange. En échange, on était amis. Enfin, je croyais. C'est comme me demander un coup de main pour le déménager ou vidanger sa voiture. Il vous donne de l'argent sans rien demander en contrepartie. Mais c'est un prêt. Ils annotent tout jusqu'au dernier centime. Ça a bien été dit, hein. On vous le rendra jusqu'au dernier centime. Je l'ai vu, ce cahier. Vous l'avez vu? Apparaît dedans un versement de 30 000. Ça se peut? Je sais pas. Je m'étonne que vous l'ayez noté. Pour le lui rendre. Pour pas oublier. Je n'arrive pas à voir clair dans votre relation avec Rivas. Relation? Si je le vois, je le crève. Je lui ouvre ma porte. Et c'est comme ça qu'il me remercie. Vous ne vous êtes jamais douté de rien? Allô, René, on est entre hommes. Personne ne prend de notes. Il n'y a pas de magnétophone. Vous n'aviez pas une petite idée? Des bruits couraient dans le quartier. Toutes ces bagnoles de luxe qui sillonnent le quartier, ça fait causer. Mais un gars serait venu me dire que Pablito en faisait partie, je lui rentrais dedans. Il ne vous a jamais offert d'argent en échange? Il l'aurait tué. Il l'a relâché, ce salaud. Mais comment c'est possible? Posez la question à votre avocat, il vous expliquera. Et le revoilà dans le quartier, avec sa petite voiture. Sa mère a de pas lui payer un avocat de luxe. Il a pris contact avec vous? Je lui conseille de se montrer, ouais. Par téléphone non plus? Franck m'a porté une petite lettre. Cher René, je compatis. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es mon ami. Je l'ai déchiré sans la lire. Il a essayé de vous proposer de l'argent? Il a intérêt. Il n'a pas essayé de vous aider autrement? En vous offrant un avocat, par exemple? Mon avocat, je me le paye. C'est moi qui me le paye, mon avocat. Rivas est de retour dans le quartier. Comment vous le savez? Vous l'avez vu? Mes amis, je mets quasiment plus le nez dehors, moi. Je peux plus sortir, moi. Tout le monde me regarde de travers dans le quartier. Ça fait 1 mois que les journaux traînent mon nom dans la boue. Les enfants au collège, ils entendent des horreurs sur moi. Si vous trouvez que la presse vous maltraite, défendez votre image, c'est votre droit. Il me dit, l'avocat, de pas bouger, que ça fera qu'envenimer les choses. Son idée à lui, c'est que je m'arrange avec vous. Ça se fait, il m'a expliqué. Je dis que je savais, et en échange, je vois mon gamin le week-end. Mais que je savais quoi, putain? Que mon fils, il se faisait. C'est un marché que vous me proposez? C'est de ça que vous vouliez parler? Tout ce que je veux, c'est que vous me laissiez voir mon gosse. Nos psychologues pensent que cette rencontre est prématurée. Je vous recommande la patience. Il dit, l'avocat, que vous pouvez nous promener pendant des mois. Que vous savez comment faire traîner en longueur. Vous me faites injure. Vous demandez un rapport au psychologue, puis un rapport à je sais qui. Lisa, elle dit que si on nous traite comme on nous traite, c'est parce qu'on est pauvres. Je me suis trompé, je vois. Cette conversation n'était pas une bonne idée. On m'a même pas laissé lui souhaiter son anniversaire au téléphone. Nous essayons de mettre l'enfant à l'abri d'une quelconque intimidation. Mais quelle intimidation? Tout ce que je veux, moi.
protégez pas. C'est pourtant simple. Quand la famille manque à sa mission de protection, l'État se doit d'intervenir. Je suis assez grand pour protéger mes gosses. Je ne suis pas sûr que Franck partage votre avis. Je l'ai interrogé sur cet argent. Pourquoi Rivas donnait de l'argent à ton père? Pour le temps que vous passiez avec lui, toi et ton frère? Vous savez ce que Franck m'a répondu? On n'a rien pour rien. Silence. Vous n'avez pas aidé. Qu'est-ce que vous savez, vous, de la vie dans un quartier comme ça? C'était sa chance à Benjamin. Sa chance, c'était de quitter le quartier. Combien de fois on se l'est dit avec Pablito qu'il l'amènerait étudier dans une université à l'étranger. Silence. Je pensais qu'il était mieux avec Pablo qu'avec moi. Silence. Il avait les journaux, Benjamin. Ce que les journaux racontent sur moi. Silence. Fichez-moi en prison. Faites de moi ce que vous voudrez, mais laissez-moi voir mon fils. Vous aussi. Vous avez un fils. Silence. Réitérez votre demande. Mais je ne vous promets rien. Nous devons nous assurer que les bénéfices improbables seront plus grands que d'éventuels préjudices. Au stade où nous en sommes, une telle rencontre pourrait faire le plus grand mal à Benjamin. Et c'est à lui, à Benjamin, que nous devons penser. À son projet de vie. Montero sent que René a envie de le frapper. Montero sait que René ne le frappera pas. René paie son Coca-Cola et regagne la rue. Avant de sortir, il se retourne vers Montero. Vous avez un fils. Imaginez qu'on essaie de vous séparer. Imaginez qu'on vous l'enlève. Il sort. Montero garde la caricature et demande un autre verre. Hamelin, tableau 17. Il m'a frappé. Quoi? Il m'a frappé. Silence. Faut que je lui parle. Maintenant. Faut que tu lui parles maintenant. Tu ne veux tout de même pas que je le réveille. Il faut que tu lui parles maintenant. Silence. Montero entre dans la chambre de Charles. Charles est assis sur son lit, il a tout entendu. Il m'a frappé. Quoi? Il m'a frappé. Faut que je lui parle. Maintenant. Il faut que tu lui parles maintenant. Tu ne veux tout de même pas que je le réveille. Il faut que tu lui parles maintenant. La porte de la chambre s'ouvre et Charles voit la silhouette de son père se découper sur la lumière du couloir. Ça te dérange si j'allume? Je préfère pas. Montero se demande s'il doit allumer. Si laisser la lumière éteinte, ce n'est pas déjà avoir perdu la partie. Il décide d'allumer. Charles est ébloui. Montero s'assied au pied du lit et regarde la chambre. Des livres, des posters, rien d'alarmant. Il se refuse à dire la première chose qui lui passe par la tête. Les premiers mots sont essentiels, il le sait. Ces premiers mots, il n'arrive pas à les trouver. En sortant de la chambre de Charles, il aperçoit Julia au milieu du couloir, assise par terre, la tête dans les mains. Il sort de chez lui, appelle l'ascenseur mais se ravise et se dirige vers l'autre ascenseur, celui qui descend au garage. Il n'a jamais aimé conduire, c'est pourtant ce qu'il fait cette nuit-là. Cette nuit. La nuit du jour où Benjamin a eu ses 11 ans, les autres non plus ne trouvent pas le sommeil. Franck, Rivas, René, Lisa, Julia, Charles, Benjamin. Personne ne trouve le sommeil et Montero conduit. Il s'arrête pour faire le plein, 2 fois, les 2 fois à la même station-service. Le jour paraît et Montero sent que la lumière ne se pose pas sur sa peau. À la station-service, il achète un journal, l'ouvre à la page des faits divers. Rien. Pas un mot. Montero roule 7 fois avec un but précis. Quand il arrive au foyer, il n'est pas 9 heures. Le directeur s'étonne, d'habitude il rend visite à Benjamin l'après-midi. Les enfants sont au petit déjeuner, dit-il. Il fait appeler Benjamin, mais Benjamin n'est pas au réfectoire, dans sa chambre non plus. Benjamin a quitté le foyer. Montero téléphone à Rachel. Il est avec toi? Il t'a appelé? Où il est passé d'après toi? À la suite de quoi il lance un triple avis de recherche en direction de Benjamin, de René et de Rivas. Une
demi-heure plus tard, René est appréhendé à son domicile devant Lisa et le plus jeune de ses enfants. On lui passe les menottes lui blessent les poignets. Riva s'est arrêté 1 heure plus tard au domicile de sa mère. À midi, quand Rachel arrive au foyer, Benjamin n'a toujours pas reparu. À 6 heures, Montero reçoit un appel. On l'a retrouvé. À 30 km d'ici, vers l'est. Comment il est arrivé là-bas? Ça, c'est exactement à l'opposé. Il était égaré. À 7 heures, Benjamin entre dans sa chambre, il boite. Il s'est fait mal en sautant la clôture. Sur son lit, le tour du monde en 80 jours et les peintures de son père. Pendant qu'on parle, tu peux dessiner. Benjamin dessine à même le sol. C'est grave, tu sais. Il pouvait arriver n'importe quoi. On ne va pas te demander où tu allais. Si quelqu'un t'a aidé, on ne va pas te le demander. Si c'est toi qui as eu l'idée ou si tu allais rejoindre quelqu'un, tu me diras ça quand tu voudras. Seulement, il faut que tu comprennes qu'on va faire le nécessaire pour que ça ne se reproduise pas. C'est beau ce que tu fais. Mon père qui m'a appris. Benjamin lève les yeux pour la première fois de son dessin. Un cheval rouge. Vous aviez promis de ne pas me mettre au sang. T'es bien ici. Ici, tout le monde t'aime. Je veux rentrer à ma maison. Pourquoi tu dis ça? Ici, personne n'abuse de toi. Personne ne se sert de toi. Ici, personne... Tu nous laisses, s'il te plaît. Quoi? S'il te plaît, laisse-nous seuls. Je t'attends dehors. Ce n'est pas la peine. Je t'appellerai. Silence. Rachel s'approche de Benjamin. Je ne sais pas à quoi tu joues. Mais moi, tu ne m'auras pas. Elle lui donne un baiser. N'aie pas peur. Je serai toujours à côté de toi. Elle sort. Silence. Montero et Benjamin sont seuls pour la première fois. Nous devrions peut-être souligner cet instant avec de la musique. De flûte, cela s'impose. Mais quelle est la musique du joueur de flûte? L'un d'entre vous l'a-t-il entendu? Nous n'avons jamais parlé seul à seul, toi et moi. D'homme à homme. Montero pose sa main sur la tête de Benjamin, la caresse. Il appuie la tête de l'enfant sur sa poitrine. Montero sent son cœur battre très vite. Il était une fois une ville. Une jolie ville qui s'appelait Hamelin. Mais un matin, au réveil, les habitants de Hamelin découvrirent que la ville était envahie par les rats. Désespérés car les rats étaient entrés dans les maisons, ils se regardaient, ne sachant que faire. C'est alors qu'un homme arriva dans la ville qui jouait sur sa flûte une douce musique. Rideau.